Déjà, on est au chapitre 10 de cette formation gratuite en Java. Alors, ce chapitre 10 a pour but de vous faire frôler un peu le langage UML, qui est un langage de modélisation. Vous savez, entre développeurs et clients, et même commerciaux, et même responsables du système informatique, on a besoin tout simplement de la compréhension, d'échange. Et pour ça, on a mis en place un langage commun, qui est un langage de modélisation. Et UML en fait partie. Donc, UML, on peut dire que signifie Unified Modeling Language, qui peut se traduire par langage de modélisation unifié. Donc, UML, entre autres, a pour but, comme je l'ai dit, de faciliter tout simplement l'échange entre le développeur et les clients, par exemple, d'un projet. Le client d'un projet n'est pas obligé de maîtriser du code, d'avoir des notions au codage, n'est-ce pas? Eh bien, pour lui expliquer, par exemple, l'architecture de son futur logiciel, de sa future application, eh bien, on se sert tout simplement d'un langage de modélisation. Et UML en est un. Il y a aussi Merise, la méthode Merise. Et là, encore une fois, ce chapitre n'a pas le but pour vous faire devenir des experts en UML, mais plutôt, on va s'intéresser à ce qui nous paraît être utile pour cette formation-là. Et notez très bien que pour utiliser, pour modéliser en UML, il y a des outils qui sont mis à notre disposition. Entre autres, il y a Argo UML qui est gratuit et qui possède une interface très accessible, très absorbable pour un débutant. Il y a aussi le PyMC que j'utilise beaucoup, PyMC. Il y a BoUML, il y a Together, il y a Poseidon, il y a Pute, etc. Il y en a aussi d'autres. Mais certains de ces outils-là de modélisation ne sont pas gratuits. Mais par contre, Argo UML est gratuit et en plus, il est codé en Java. Alors, avec ces outils, vous pouvez réaliser les différents diagrammes qu'UML vous propose. Donc, UML n'est rien d'autre qu'une panoplie de diagrammes. Et chaque diagramme a une particularité, a un rôle, décrit quelque chose. Par exemple, ici, le diagramme de use case qui représente l'ensemble des cas d'utilisation de l'application, du logiciel. Le diagramme de classe qui décrit les classes, les objets intervenants de notre application, ainsi que leurs relations, leurs dépendances, leur architecture, etc. Il y a aussi le diagramme de séquence qui décrit, par exemple, la situation de l'application dans un contexte. Est-ce que vous avez saisi? Ou bien le déroulement d'un cas d'utilisation. Et d'autres encore, il y en a beaucoup de diagrammes. Mais ici, dans ce cours, dans ce chapitre-là, ce qui nous intéresse, c'est le diagramme de classe. Comment parvenir à mettre en place un diagramme de classe? Quels sont les constituants d'un diagramme de classe? Parce que là, nous, on s'intéresse à la programmation orientée objet. Qui dit programmation orientée objet dit objet. Qui dit objet dit classe. Donc là, en programmation orientée objet, on transforme le problème en objet. C'est ça la différence avec la programmation fonctionnelle. Ou bien la programmation procédurale. La programmation fonctionnelle, on transforme le problème en fonction. Est-ce que vous avez saisi? Mais ici, on s'intéresse à la notion d'objet. C'est beaucoup plus compliqué quand même, beaucoup moins intuitif par rapport à la programmation fonctionnelle. Mais quand même, c'est simple. Et donc là, on va s'intéresser tout simplement au diagramme de classe qui va nous permettre, comme son nom l'indique, diagramme de classe, va nous permettre d'avoir idée à l'ensemble de nos classes ainsi qu'à leurs interactions. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, c'est un exemple de diagramme de classe qui peut décrire la situation que j'ai évoquée dans les chapitres précédents. Vous voyez ici, on a une classe object, vous voyez, on a une classe vide, on a aussi une classe capitale. La classe object est une classe native qui appartient au langage Java, n'est-ce pas? Et toString, c'est une de ces méthodes. Donc, certes, on n'a pas matérialisé, on n'a pas représenté toutes ces méthodes. Et là, qu'est-ce que vous voyez? J'avais dit que qu'importe la classe créée, elle hérite de manière tacite de la classe object, n'est-ce pas? Et là, dans le chapitre précédent, si je ne me trompe pas, dans le chapitre consacré aux héritages, eh bien, on a pu créer une autre classe que j'ai appelée Capital. Eh bien, Capital, je vais dire que Capital est une ville. Donc, forcément, Capital hérite de ville. Capital possède toutes les caractéristiques et méthodes de la classe ville. Eh bien, voilà ce que j'ai représenté ici. Donc, ici, j'ai mis que la classe ville hérite de la classe object. La classe Capital hérite de la classe ville. Autrement dit, Capital est une ville. Ville est une object. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà, c'est ça. Donc là, cette phrase-là, on peut dire matérialiste extens. Matérialiste, le mot-clé extens, qui veut dire hérite de. D'accord. Alors, pour modéliser ces objets, voilà
le graphique utilisé, voilà la forme géométrique utilisée. Voilà, donc ici, si je ne me trompe pas, on a un carré ou bien un rectangle. Là, en haut, on mentionne le nom de la classe et dans la première case, si vous voulez, on énumère l'ensemble des attributs ainsi que leur type. Vous voyez, et après, on énumère les méthodes. Notez très bien que ça, ce n'est pas une représentation complète de l'objet objet A. Parce que tout simplement, vous voyez, vous n'avez aucune idée des portées des attributs ainsi que des méthodes. Est-ce que vous avez saisi? Mais quand même, on a idée que notre classe objet possédera des attributs numéros de type int, nom de type string, bool de type boolean, ainsi que des méthodes getNo qui renvoient un string, setNo qui ne renvoie rien, affiché qui renvoie un string. Voilà, maintenant, pour modéliser les liens entre les objets, on se sert de ce qu'on appelle des flèches. On va utiliser des flèches, on va utiliser différents types de flèches. Vous voyez, et chaque flèche a une signification. Et comme cette flèche-là, comme je l'ai dit, désigne extends, qui veut dire que object B hérite de object A. Autrement dit, object B est un object A. Parce que si object B hérite de object A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que object B plutôt possède tous les attributs et méthodes de la classe héritée, de la classe object A. Vous avez saisi. Il y a un autre type de flèche, oui, celle-là. Voyez, celle-là, voyez ici. C'est différent ici, on a un triangle. Ça, c'est une flèche pleine. Ça, on a une flèche simple, si vous voulez. Voyez, donc cette flèche-là se traduit par le fait, et avant tout, intéressez-vous à l'objet, à l'attribut de cette classe-là, objet A. Voyez, ici, on a objet A possède un attribut de type objet B, objet C plutôt. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que matérialise cette flèche-là. Cette flèche-là dit que objet A a un attribut qui est une instance de l'objet C. Aussi simple que ça. Objet A a un attribut qui est une instance, une variable qui est une instance de l'objet C. Autrement dit, objet A a un objet, c'est un seul à la fois. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà ce que ça veut dire. Donc autrement dit, si vous voulez, on peut le traduire par, on peut traduire cette phrase par objet A a un objet C. Et là, ici, l'héritage, objet B est un objet A. Ici, objet A a un objet C. A un objet C. Donc, on peut traduire ces classes-là en code. Voyez ici le code de la classe objet A. Voyez, on a ici cette variable protected. Pourquoi? On utilise ici l'héritage pour permettre tout simplement l'accès à ces attributs-là depuis les classes phi. Est-ce que vous avez saisi? Depuis les classes dérivées. Donc voilà, voyez ici cette variable-là qui est de type objet C. Donc cette variable est une instance d'objet C. Objet B, on met extend objet A. Facile. Objet C, on met rien. Voyez ici. Donc le but, voyez très bien que nos classes ne possèdent pas de contenu. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de matérialiser les relations entre les objets. Donc voilà, on va essayer de découvrir peut-être notre dernier type de flèche dans ce chapitre-là. Et notez très bien qu'après, au cours des chapitres, on va découvrir d'autres types de flèches, d'autres types de relations, si vous voulez. D'accord. Donc là, cette flèche-là avec le losange désigne tout simplement, est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous remarquez ici cet attribut, objet D, est un tableau d'objet D. Objet D est un tableau d'objet D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que objet A possède plusieurs instances d'objet D. Ici, objet A possède une instance d'objet C. Ici, objet A possède plusieurs instances d'objet D. C'est ça en fait la différence. Donc ici, il y a la composition, ce qu'on appelle la composition. Objet A peut posséder plusieurs objets D. Ici, objet A ne peut posséder qu'une et une seule instance ou bien un seul objet C. C'est ça en fait la différence. Du coup, ici, l'attribut qui est de type objet D doit être un tableau. Donc voilà pour le code de l'objet A. Vous voyez ici, on a mis ces attributs. L'un est de type objet C, l'autre est de type objet D qui est un tableau. Vous voyez ici, là, on a mis les méthodes, les accessoires si vous voulez. Et l'objet B ne change pas, l'objet C ne change pas. Et aussi, on va mettre l'objet D. Vous voyez ici. Donc là, on n'a mis aucun contenu. Donc, le but ici de ça, c'est tout simplement de transformer les relations en code.
D'accord. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Et notez très bien que, comme je l'ai dit, au cours des chapitres à venir, on va essayer de découvrir d'autres types de relations. Si vous voulez d'autres types de flèches. Voilà, c'était tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.